Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale. Nous sommes le lundi 15 novembre, voici les titres de cette édition. C'est l'aboutissement de plus de 30 ans de travail. La digue de Montesson vient d'être inaugurée. Haute d'1,20 m, elle a été prolongée sur 780 mètres. Un projet pour protéger les habitants. Ce lundi 15 novembre marque la journée internationale des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés. Dans ce cadre, un événement est organisé ce soir à la Commanderie. Des témoignages dans ce journal. Et puis le beach tennis fait son apparition à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, un sport insolite qu'il est désormais possible de pratiquer à l'espace événementiel. Direction les terrains de beach volley, les pieds dans le sable. Et la vente du domaine de Grignon vient d'être interrompue. Pour rappel, ce site d'AgroParisTech d'école d'agronomie doit être vendu pour financer l'implantation du groupe sur le campus universitaire de Paris-Saclay au mois de septembre 2022. En vente depuis 2020, le domaine, situé sur la commune de Tiverval-Grignon, devait être racheté par la société Altarea Cojdim, un projet de vente contesté, le domaine étant inscrit monument historique. Face à la polémique donc et freiné par les discussions en cours sur l'avenir du site, une nouvelle procédure de cession sera lancée au second semestre 2022, une information annoncée par la préfecture des Yvelines dans un communiqué. Et je vous le disais en titre, la digue de Montesson a été inaugurée ce vendredi 12 novembre. Cette infrastructure va permettre de protéger les habitants du quartier, notamment de la Borde, un dossier de longue date. Les détails dans ce reportage de Nicolas Dandry et Mélanie Poquet. C'est l'aboutissement de plus de 30 ans de travail. La digue de Montesson est devenue réalité pour la commune. Un dossier initié par l'ancien maire de la commune de 1995 à 2020, Jean-François Bell. On a beaucoup souffert pour l'avoir. Maintenant, on peut dire que tout est réellement bouclé et que cette population du quartier de la Borde est maintenant à l'abri des crues les plus importantes. Quelques 1500 habitants vivent dans ce quartier. Ils seront dorénavant protégés. Une nécessité pour la commune avec une adaptation du projet en fonction de l'évolution de la législation sur la protection de la biodiversité. Lorsqu'on retient le fleuve par le biais d'une digue, on doit le compenser en ouvrant des terrains de manière à ce que le fleuve puisse reprendre sa place et redonner au fleuve ce qu'on lui a pris. Aujourd'hui, effectivement, on a à la fois ce bel ouvrage, mais on a aussi une belle zone de biodiversité. Au total, 14 millions d'euros ont été investis pour ce projet. Plusieurs participations de l'État, du Conseil départemental, de la région à travers des fonds européens ou encore de la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle de Seine. La compétence de lutte contre les risques d'inondation est devenue intercommunale. Et donc on a mis en place un système, un plan de financement avec l'aide de la région, du département, de l'État, de l'agence de l'eau, des villes et de l'Interco pour arriver enfin à lancer cette opération. Au total, ce projet a permis de prolonger la digue sur 780 mètres avec une hauteur d'1,20 m par rapport au niveau de la route, en prenant comme référence la crue de 1955. Et ce lundi 15 novembre, c'est la journée internationale des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés. Pour l'occasion, une table ronde est organisée sur ce thème à la Commanderie. Ça se passera ce soir donc à 20h30. Et pour parler de ce sujet avec nous, Catherine Baron, responsable donc de la Commanderie écriture contemporaine donc de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Et on a également Anderson Desmichel, journaliste haïtien réfugié. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir d'être là. Avec plaisir également. Vous participez donc tous les deux à cette rencontre ce soir. Je me tourne d'abord vers vous. Catherine Baron, c'est la 11e édition donc, de cette soirée. Pourquoi c'est important de marquer justement cette journée, de se retrouver pour parler de ce sujet? Est-ce que c'est une manière de sensibiliser ? Alors effectivement, c'est une manière de parler de la liberté d'expression à travers cette journée mondiale de l'écrivain en prison déclarée par le PEN international. Et autour de cette journée, en fait, on invite depuis 11 ans à Saint-Quentin-en-Yvelines 3 auteurs qui ont connu la persécution du fait de leurs écrits. Et on rencontre des collégiens, des lycéens. Là, depuis le 8 novembre, on a rencontré plus de 400 élèves pour témoigner, pour parler de parcours atypiques et surtout qui n'ont pas eu droit à la parole et qui ont dû quitter leur pays et qui ont été accueillis par la France, par la Maison des journalistes et l'Atelier des artistes en exil, qui sont nos partenaires.
Et donc vous, du coup, Anderson Desmichel, vous êtes intervenant ce soir, on le disait. De par votre vécu et votre témoignage, est-ce que justement vous pouvez nous parler un peu de votre histoire personnelle? En fait, je suis journaliste haïtien, donc j'ai commencé dans le média en 2014. Donc au début, je traitais des sujets liés à la culture, mais en 2017, octobre, j'ai commencé à traiter des sujets. En fait, j'avais mon propre émission, c'était Haïti et ses choix de dirigeants politiques, où je traitais des sujets assez sensibles et des sujets liés à la corruption, liés au massacre qu'il y a eu pendant plusieurs fois en Haïti, parce qu'on a connu de 2018 à 2021 environ 5 massacres et des journalistes ont été tués, donc des civils, des innocents comme ça, par des gangs armés qui ont été qui ont été fédérés aujourd'hui sous l'ordre du pouvoir exécutif. Donc, en raison des sujets que j'avais traités dans mon émission, j'ai été victime de plusieurs tentatives d'assassinat. Du coup, j'ai dû quitter en juin 2019 pour rentrer en France pour demander l'asile. Donc aujourd'hui, je suis résident à la Maison des journalistes, une structure qui accueille des journalistes exilés. Ça existe depuis 2002. La Maison des journalistes a déjà accueilli environ 400 journalistes et qui viennent dans 70 pays déjà. La Maison des journalistes donne une chambre à ces journalistes exilés. Il y a 14 chambres à la Maison des journalistes et la Maison des journalistes les accompagne aussi dans leur démarche administrative jusqu'à l'obtention de leur statut de réfugié politique et aussi leur aide à trouver un logement. Donc, pour des journalistes qui ne sont pas francophones, la Maison des journalistes offre aussi des cours de français, met des cours de français à disposition de ces journalistes exilés. Donc, voilà, aujourd'hui, je travaille pour un média qui s'appelle Giti News, qui est un média franco-exilé où on travaille en binôme, on porte un double regard sur l'actualité. Donc, voilà, en gros, c'est un peu ça. Et pourquoi avoir justement accepté de participer à cette table ronde donc, pour témoigner? En fait, pour moi, c'est toujours important de faire savoir qu'il y a certains pays où la liberté de la presse est vraiment menacée, ou tout simplement la liberté de la presse n'existe pas. C'est important que la communauté internationale, pour moi aujourd'hui, sache ce qui se passe aujourd'hui en Haïti, de savoir qu'il y a des politiques qui font beaucoup de répression sur la presse et sur la population. Donc, c'est important pour moi parce qu'à chaque fois que je parle avec des étrangers, ils m'ont dit tout le temps, mais je ne connaissais pas Haïti de ce côté-là. Je ne connaissais jamais cette histoire. Donc, parce qu'il y a aussi ce problème lié à l'information en Haïti. Il y a certains journalistes qui ne disent pas vraiment tout ce qui se passe en Haïti, qui racontent une partie, mais qui ne parlent pas assez. Donc, moi, je me suis dit que c'est mieux d'en parler, c'est mieux de sensibiliser la communauté internationale sur la situation actuelle d'Haïti. C'est le rôle que vous êtes donné donc. Ben oui. Donc vous avez été contraint à l'exil, vous venez de nous l'expliquer. Est-ce que ça donne plus envie finalement de se battre pour cette liberté d'expression ou est-ce qu'au contraire ça peut freiner, étant donné que maintenant vous êtes exilé ici? En fait, aujourd'hui j'ai plus de liberté pour traiter des sujets liés à la situation politique de mon pays, la situation sociale déjà, je le dis tout le temps. Haïti, c'est un pays en crise, c'est un pays où aujourd'hui rien ne fonctionne et les gangs contrôlent presque tous les territoires haïtiens. Donc, pour moi, c'est vraiment important de continuer à en parler à travers la rédaction. Aujourd'hui, je travaille comme journaliste-rédacteur. Avant, j'étais présentateur à la radio. Donc, je me suis dit, c'est important de continuer à en parler, mais je sens cette liberté en France de pouvoir m'exprimer sans censure, sans répression. Bien que ma famille est encore en Haïti, il y a toujours des conséquences parce que j'avais traité un sujet en février et ça a eu des répercussions directes sur ma famille. Et elle a été attaquée en février 2021. Donc, mais pour moi directement, je n'ai pas subi de menaces, je n'ai pas été victime en France. Mais à chaque fois que j'essaie de travailler, de traiter des sujets liés à la corruption, c'est toujours ma famille parce qu'elle est encore en Haïti. Ils n'ont pas pu vous suivre? Ouais, malheureusement. Vous avez quand même des nouvelles? Oui, on parle, mais on ne parle pas souvent, mais on parle quand même. Je vous propose de découvrir un autre témoignage aussi d'une personne qui était dans votre cas. Sayed était journaliste. Il a été menacé de mort à Kaboul en Afghanistan et il a dû fuir son pays. Il est désormais réfugié. Il travaille à Saint-Arnoux en Yvelines. Célia Gatsongo et Bichente Mérien Santisteban l'ont rencontré. Voici son portrait.
Depuis juin 2021, Sayed travaille dans cette ressourcerie à Saint-Arnoux en Yvelines. Ici, il récupère des appareils électriques, les nettoie et les revend. Une activité bien loin de son métier d'origine. Sayed est afghan. À Kaboul, il était journaliste pigiste pour plusieurs télévisions locales. Il a aussi travaillé avec la Croix-Rouge d'Afghanistan. J'ai fait un documentaire, vidéo, publicité. J'ai fait un montage aussi. Mais quand je suis allé à un autre village pour le faire le vidéo pour le documentaire, j'ai utilisé mon téléphone. Avec la caméra, ce n'était pas possible parce que les talibans, si les talibans vu ça, ça sera un problème pour moi. En décembre 2018, il retourne dans la province de Nimroz, dans le sud-ouest de l'Afghanistan. Là où les talibans y font leur loi, il est alors accusé d'espionnage, le début des problèmes pour Sayed. J'étais espion pour travailler pour les autres pays, donc je dis non, c'est pas vrai. Donc, alors elle cassait mon caméra, elle prit mon téléphone. Après cette altercation, Sayed repart à Kaboul, mais les menaces de mort continuent. Il est désormais dans le viseur des talibans. Le 10 février 2019, il tente même de le kidnapper en pleine rue. C'en est trop pour Sayed. Le 12 février, il quitte l'Afghanistan en laissant sa femme et ses 2 enfants. J'ai pris beaucoup d'argent pour une personne, m'a pris de l'Afghanistan à Pakistan, après Iran, après Turc, après le Turc, plusieurs pays d'Europe. Après, j'arrive en mois de mars 2019, j'arrive en Allemagne. Après, elle m'a mis dans un centre d'urgence de réfugiés en Allemagne. Pendant 5 mois, après 5 mois, elle m'a dit « Ok, tu peux aller où tu veux ». Sayed choisit donc la France. Un long périple administratif débute. Il dort sous une tente porte de la Chapelle à Paris. 2 mois plus tard, il rejoint le centre d'hébergement d'urgence de Bonnel. Il obtient alors le statut de réfugié en décembre 2020. À 33 ans, Sayed attend maintenant que sa famille obtienne un visa pour venir en France. Cachée, elle est toujours menacée de mort à Kaboul. On vient de découvrir le témoignage de Sayed. Du coup, je me tourne vers vous, Anderson. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans cette histoire? Est-ce qu'elle fait écho à votre propre histoire, j'imagine, parce qu'il a dû laisser également sa famille? Oui, moi, j'ai toujours dit que, en fait, être exilé, c'est d'avoir ce sentiment d'abandonner une partie de soi, c'est abandonner sa famille, ses activités, et des choses auxquelles on tenait beaucoup. Donc, c'est vraiment tout recommencer, c'est recommencer à zéro. Tu arrives dans une société auquel tu connais pas vraiment la culture, que tu maîtrises pas, parfois la langue, certaines choses. Donc, c'est toujours difficile à chaque fois que moi j'entends un témoignage d'une personne exilée. Je comprends ce qu'il traverse, je comprends ce que ça veut dire être exilé. Donc, déjà, à la Maison des journalistes, je rencontre souvent des journalistes guinéens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes afghans aussi à la Maison des journalistes. Après la prise de Kaboul, donc la Maison des journalistes a hébergé plusieurs journalistes afghans. Donc, il y en a avec qui j'ai discuté. Donc, c'est toujours pas facile de partager cette histoire-là, de partager nos vécus, parce qu'on sait c'est dur. Il y en a, en fait, chacun a fait des expériences assez particulières. Les menaces ont été assez différentes. Par exemple, il y avait un journaliste qui est libanais, qui était à la Maison des journalistes, qui s'appelle Ibrahim, qui a été enlevé pendant plusieurs jours. Et il y a d'autres journalistes qui ont vécu autre chose, mais c'est toujours des histoires assez fortes, assez touchantes. Donc, je me retrouve souvent, donc juste pour dire que c'est pas facile. Et je comprends vraiment bien quand un journaliste exilé raconte son histoire. Merci en tout cas d'avoir raconté la vôtre, parce que c'est important de s'en rendre compte justement. Ici en France, c'est vrai qu'on a de la chance, mais c'est important de s'en rendre compte. Je me tourne vers vous pour une dernière petite question brièvement, parce que cette semaine a été également ponctuée et sera peut-être encore ponctuée de rencontres avec les établissements scolaires. C'est important justement de leur transmettre à ces jeunes générations, de les sensibiliser aussi sur ce sujet-là. Oui, complètement. Alors maintenant, depuis les malheureux attentats, les jeunes sont un peu plus, réalisent davantage que la liberté d'expression, c'est fragile. Mais c'est vrai que il y a une telle écoute et un questionnement, et en plus des exemples avec ces 3 auteurs. Là, je voudrais citer les 2 autres personnes. Amari Natura, qui est donc vénézuélienne, chanteuse colombienne, activiste, qui est arrivée en France il y a 3 ans sans parler le français.
Devrenin, qui est poète kurde, qui est arrivé depuis 1 an, qui ne parlait pas un mot de français. Là, ils sont venus témoigner en français. C'est aussi une leçon de courage. Ils recommencent, comme disait Anderson, tout à zéro. Ils apprennent le français. Amari a décidé de repasser un diplôme de sage-femme. Voilà, ce sont des exemples pour les jeunes aussi, et pour nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Catherine Baron. Donc, vous êtes la responsable de commanderie écriture contemporaine donc, de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis Anderson Desmichel, donc vous êtes journaliste haïtien réfugié. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, la rencontre aura lieu donc ce soir. L'événement est gratuit. Ce sera à la commanderie d'Elancourt à 20h30. Et la rencontre sera animée, donc on le disait, par Nouradine Anne, journaliste pour Marmite FM. Et on passe au sport à présent, c'est un tout autre sujet. Le beach tennis fait son apparition sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les adeptes de cette discipline peuvent désormais s'affronter sur le sable à l'espace événementiel, une pratique encadrée par l'association Paris-Ouest Beach Tennis. Le reportage de Mélanie Poquet et Mathilde Francou. Les pieds dans le sable, le beach tennis se pratique en général en duo, mixte ou non mixte, sur un terrain de beach volley avec un filet à 1,70 m ou 1,80 m de hauteur. Par rapport au tennis, donc effectivement, on est sur le sable, donc là, pas de rebond possible. On joue avec des balles qui ressemblent aux balles de mini-tennis. Et on a des raquettes voilà, en carbone, fibre de verre, qui font à peu près 350 grammes. C'est très physique, ouais. Sur le long terme, c'est quand même physique. Quand on est sur le sable, le déplacement est quand même particulier. Ce qui est génial, c'est qu'on arrive aussi à des plongeons quand on est en difficulté. L'association Paris-Ouest Beach Tennis existe depuis février 2021 et compte aujourd'hui une trentaine de licenciés. Les membres de l'association cherchaient un lieu plus grand et à proximité pour pratiquer ce sport. C'est dur de trouver des terrains. Aujourd'hui, on a un seul terrain qui est situé sur Meudon, du côté de Sèvres, et on le partage avec le beach volley. Donc aujourd'hui, on est 30 adhérents, partage avec le beach volley, autant dire que les créneaux sont très difficiles à trouver. Et ce qui est vraiment frustrant, c'est qu'on ne peut pas jouer tous ensemble, comme aujourd'hui. Les terrains de beach tennis n'étant pas encore aux normes, ces derniers seront bientôt agrandis. À terme, l'association espère voir la construction de 4 terrains homologués pour pouvoir organiser des tournois et des événements. Les terrains là, ont été mis à disposition au travers d'une convention d'occupation. Avec une transformation qui arrivera sous peu, puisque pour que les terrains soient aux normes, ils ont besoin d'être légèrement agrandis par rapport à la taille qu'ils ont, la taille existante. Le beach tennis peut se pratiquer tout au long de l'année, été comme hiver. L'adhésion est de 60 € pour l'année et la licence pour la Fédération française de tennis est à 30 €. Culture, Lucas Renaud sort d'une école de cinéma. Le jeune réalisateur riche bourgeois est hémiplégique suite à un accident vasculaire cérébral à la naissance. Il souffre maintenant de paralysie d'un côté du corps. Il a réalisé un court-métrage très personnel où il raconte son handicap et le dépassement de soi à travers son personnage Maxime, un film qui a été tourné dans les Yvelines, donc à Richebourg. Céline Charles est allée sur place, regardez. Antoine, 21 ans et hémiplégique, veut s'inscrire à une course de 10 km contre l'avis de son médecin, de l'organisateur et de sa famille. C'est le héros du court-métrage Second Souffle de Lucas Renaud qui a nécessité 6 jours de tournage, une équipe de 40 personnes et 50 figurants. Ce court-métrage parle du combat contre la considération des autres, qui est souvent mauvaise en fait par rapport au regard que nous avons sur nous-mêmes, et donc de l'émancipation en fait de ce regard-là, surtout que le regard des autres c'est ce qui nous construit, et donc en fait vivre avec un regard négatif sur nous, ça a forcément un impact sur notre propre conception de ce que nous sommes. Aidé par la Fondation Mallet, la CCPH et le producteur Jean-Marc Auclair, ce court-métrage qui fait écho à une histoire personnelle porte un véritable message d'espoir. Utilise ton bras gauche. Bah non, regarde, tu veux qu'il se fasse mal ou quoi? Ça va, il est pas paralysé non plus. Mais ça va, je peux le faire. Hein. Ouais. Mon chéri, t'es né avec ton handicap, c'est normal que tu t'en rendes plus compte. Ce personnage me ressemble au point où nous avons les mêmes difficultés physiques. Donc il est hémiplégique tout comme moi, nous avons eu également un AVC à la naissance. Cet AVC m'a justement construit et que ça fait ce que je suis aujourd'hui. Et que même si j'ai souvent pensé que c'était un fardeau, que c'était vraiment très compliqué, etc., bah, je me dis que je suis content d'avoir eu cette expérience entre guillemets au début de ma vie, parce que je suis sûr que ça va me servir en fait tout au long. Mais c'est cette course que je veux faire.
Puis l'AVC, il est derrière moi depuis longtemps. J'ai juste besoin d'avancer un peu. J'en ai marre qu'on me mette des barrières tout le temps. Je vais y arriver. Des images tournées à Richebourg en Yvelines, les paysages de son enfance. C'est des lieux forcément que je connais depuis mon enfance parce que je vis à Richebourg depuis maintenant 20 ans. Donc forcément c'est des lieux que je connais par cœur. J'ai l'habitude de venir courir ici pratiquement tous les jours. Un court-métrage qui doit maintenant se faire une place. Il a 2 ans pour se faire un nom dans les festivals avant d'enfin pouvoir être diffusé au grand public. Un reportage avec la voix de Bichente Mérien, Sandy Esteban. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Grégory Canalé à la présentation de votre magazine sportif. Très bonne soirée à tous sur TV78.